Alors, je m'appelle Grégoire Collard et j'ai passé ma vie à parler aux autres et à parler de mes artistes ou à parler de certaines causes ou à soutenir certaines causes importantes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans des radios et sur Fréquence Gay par exemple, on va en parler, à défendre la cause gay, mais aussi de la musique. J'étais au cœur de la gaietude et sans jamais trop lui reprocher quoi que ce soit, et en profitant aussi et en les mettant en valeur. Ce qui m'a frappé, c'est que François Mitterrand devait se présenter à la présidence en 1981 et qu'il a accordé une interview pour un magazine Guépier. Et c'était incroyable parce que c'est la première fois qu'un éventuel futur président de la République s'exprimait sur une soi-disant, entre guillemets, perversion de la société avec ces hommes qui pouvaient s'aimer et qui faisaient horreur à beaucoup de gens et qui étaient loin d'être acceptés partout, même arrêtés éventuellement dans des endroits publics ou ailleurs. Et lui, il a décidé de soutenir cette cause et donc d'accorder en 1981 une interview et même d'être en couverture de Guépier. Donc c'était incroyable parce qu'il n'y avait jamais eu ça dans le monde. Il était le premier. Ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'étais proche de Pascal Sevran puis plein d'autres gens de la gaietude, tout en étant moi-même marié avec une femme à l'époque et attiré aussi par les garçons. On a le droit d'être bisexuel. J'ai décidé que cet homme était l'avenir de la France parce qu'il s'était exprimé pour une cause indéfendable. Je n'ai jamais eu d'âge, c'est ça qui est intéressant. Je passe à travers les mois et les années et je suis toujours là. Je trouve pas ça intéressant de dire son âge parce que soudain on vous met dans une case. On mettait les hétéros dans une case et les homos dans une autre. Et moi j'étais entre les deux. J'étais à la fois hétéro parce que marié et puis gay parce que j'aimais les garçons. Donc on ne pouvait pas me situer, je n'ai jamais voulu ça. Donc en tout cas, ce qui m'intéressait c'était de faire quelque chose. Et quand j'ai compris que la gaietude avait besoin de soutien et que Mitterrand, justement, apportait le sien et qu'il pouvait y avoir des radios, éventuellement quelques reportages télévision, mais très peu parce que tout le monde était frulé à ce moment-là, j'ai décidé de m'investir. C'est là que je me suis intéressé au magazine vraiment Guépier que Mitterrand avait choisi comme porte-parole de cette nouvelle cause pour lui et que j'ai commencé à écrire dans Guépier, et notamment des nouvelles érotiques. Uniquement, je faisais que ça. Et ben, ça plaisait, pourquoi pas. Je l'ai signé de mon nom, bien entendu. Ah oui, ça, j'ai toujours assumé le fait d'exister sur un plan ou sur un autre, parce que, sans en parler forcément ouvertement, on n'est pas obligé de prendre un micro dans la rue en disant je suis pour les gays, et puis j'aime aussi les femmes, et puis... Non. Je participais à ce qui pouvait induire le public à accepter les gays dans la grande largeur et même à les accepter dans la différence. On est gay, on n'est pas gay, on s'en fout. Mais ça, c'était pas le cas à l'époque. Et donc, c'est pour ça que je me suis investi dans ce sens-là. Quand j'ai réfléchi et que je me demande comment j'ai connu Fréquence Gay, c'est d'abord parce que j'ai compris qu'une radio allait se créer, je l'ai entendu dire, parce que en 1981, François Mitterrand a fait libérer les radios qui n'étaient pas libres et qui sont devenues des radios libres, et qu'il y avait une radio dans Paris, Porte des Lilas ou quelque chose tout en haut. Il y avait d'autres radios libres, mais il y avait aussi cette radio-là, Fréquence Gay. Et donc j'étais alerté jusqu'au moment où ils m'ont contacté en 1983, et on m'a demandé de faire une émission qui s'appelait Cité de la nuit. Alors j'ai dit pourquoi pas. Et là, c'était dans les locaux de la radio, où je recevais des musiciens, des chanteurs, des écrivains et tout ça. Ça, j'ai toujours fait pendant des années après, avec d'autres émissions et d'autres endroits. Et ça m'a beaucoup plu, parce que
j'avais l'impression de participer à un mouvement qui pouvait faire accepter la gaietude. Et puis après est arrivé en 1983, donc là j'étais toujours dans cette radio avec Cité de la Nuit, et est arrivé le sida. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai vu que ça débordait, le Canada vers les États-Unis, vers l'Europe, et c'était comme des centres concentriques qui se rapprochaient de la France et de Paris. Et c'est là que j'ai là, et je me suis dit, il faut parler, il faut être là, et la radio est là, Fréquence Gay, il faut s'en servir. Et donc, comme je recevais des artistes et tout ça, des chanteurs, des écrivains et tout, donc on ne pouvait pas parler que de ça, mais il fallait en parler aussi. Et au début des années 80, quand j'ai compris que cette radio, Fréquence Gay, forcément allait avoir un impact, parce que c'était secret, on n'avait pas, à la limite, on n'avait pas le droit d'être gay. On arrêtait des gays dans la rue, on les tabassait, on les ignorait, on les exilait dans les familles et tout ça. Et je me suis dit, mais il y a un mouvement, il se passe quelque chose. Et moi qui étais bisexuel, je me dis, mais pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Pourquoi j'aurais pas le droit de parler? Et puisque j'étais un peu connu, déjà par rapport à des artistes, par rapport à la radio, et par rapport à mes invités, et par rapport à ce que je disais, je me suis dit, mais il faut prendre le drapeau, il faut le hisser au bout de mon bras, et de tous les bras, il faut y aller. Et c'était pas évident. Sauf que la police nous laissait faire les manifs. Elles étaient serrées par la police, mais il n'y avait pas de danger. Et personne, il n'y avait pas de voyous qui voulaient tabasser les manifestants. C'était nouveau. Et en même temps, il y avait un espoir, mais extraordinaire. Extraordinaire. Et je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut libérer l'esprit des gays et affronter le monde, se faire accepter par le monde. Et c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai commencé à faire des émissions avec des invités, c'était au sein de la radio. Et là, il n'y avait pas de public et tout ça. Et donc c'était très feutré. C'était un écrivain, il y avait des femmes bien sûr, mais aussi un écrivain, une pianiste, une chanteuse, enfin des gens comme ça. Mais c'était... on ne savait pas s'il y avait de la reconnaissance en peur, on ne savait même pas trop quelle audience, à cette époque, la radio pouvait avoir. Mais c'était quand même passionnant, mais en même temps, je me sentais complètement isolé, parce que, à part le public, que je ne voyais pas et dont j'entendais pas parler, personne ne disait rien, on faisait de la radio, donc c'était un peu compliqué pour moi. J'avais l'impression de parler dans le vide, même si je savais que la radio avait quand même une certaine résonance d'une façon générale. Les débuts de la radio de Fréquence Gay dans les débuts des années 80, c'était compliqué. Il n'y avait pas de publicité spéciale, il fallait vraiment... c'était presque un bouche-oreille, il fallait écouter la radio et tout ça, mais où c'est, ou comment, et tout ça. C'était un peu compliqué. Elle n'avait pas une notoriété gigantesque non plus, et une écoute gigantesque. Donc on faisait ce qu'on pouvait. Puis il y avait déjà des petites luttes comme partout, des luttes intestines, tout ça. Alors moi, comme donc j'avais une émission Cité de la Nuit, donc les gens en parlaient un peu parce que tel ou tel artiste, telle ou telle vedette était venu au sein de la radio. Et donc, comme toujours, il y avait des mauvaises langues, ou pour qui il se prend, pourquoi c'est lui. Bon, ça c'est les histoires internes habituelles. Moi, je m'en fichais complètement. On me demandait de faire ça, je le faisais. Je recevais un artiste, on faisait une interview, il s'en allait, on n'en parle plus. Moi, je n'étais pratiquement jamais à la radio. J'étais pas dans les réunions de travail, de qu'est-ce qu'on doit faire. J'étais indépendant, parce que je travaillais par ailleurs dans le show business, et puis j'avais ma propre vie. Puisque moi j'étais gay, mais j'étais marié avec une femme aussi, donc ça, il fallait s'occuper de tout. Et puis, il y avait donc cette avancée du sida qui, moi, m'impressionnait beaucoup, parce que je savais qu'il fallait faire quelque chose. Quoi? Il n'y avait rien. C'était le début, c'était l'arrivée, c'était un combat, c'était une guerre inconnue. Comment faire?
que faire? Et je me disais, mais moi je papillonne, je parle de show business, de chansons, de livres, de cinéma, de théâtre, de tout ça. Et youpi, à la boum. Et puis, c'était maudit tout ça. C'est comment prendre parti, comment faire, comment sauver les gens, comment aider. Il n'y avait rien. Act Up a été pour moi une grande, grande aventure. Act Up, ça a été immense pour moi avec Didier Lestrade, qui m'a emmené à New York. Il m'a dit, tu sais, tu es au courant qu'il y a l'arrivée du sida en Europe, en France et tout ça. Et puis il y a une association qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle Act Up. Et j'aimerais que tu viennes avec moi, on va aller à New York pour assister à une réunion, une conférence, et ce qu'on a fait. Et là, j'étais impressionné par le sérieux, parce que c'était déjà des gens malades ou qui avaient des amis ou des frères ou des amants malades, disparus déjà, avec une violence insensée, parce que c'était déjà la guerre, alors qu'on n'avait pas encore vraiment cette guerre-là. Et j'ai compris à quel point ça pouvait être dramatique. Et après on est revenu en France et qu'il y a eu Act Up, là j'en ai fait partie. Et comme moi j'étais attaché de presse pour des stars de la chanson et tout ça, auprès des radios et des télévisions, j'ai décidé de parler. C'est-à-dire que quand on faisait des manifestations, sous la bannière bien sûr de Fréquence Gay et d'Act Up, moi tout le monde se couchait par terre dans la rue, les manifestants, et il y avait des radios, des télévisions, enfin beaucoup de télévisions, et des journalistes et tout ça. Et moi j'étais debout au milieu de tout ça, c'est pas que je voulais pas me coucher, mais il fallait que je parle dans les micros, pour inciter les journalistes à diffuser des reportages sur cette bataille, cette guerre sans peut-être aucune issue. Et puis, on manifestait devant le ministère de la Santé, où on jetait de la peinture rouge sur des monuments, ou enfin des choses symboliques dans Paris. Donc c'était une violence en images, parce qu'on ne se battait pas, bien sûr. Et voilà. Et ça, c'était grâce à Act Up, et puis à la radio, bien entendu, parce qu'on en parlait beaucoup, et on n'en parlait jamais assez. Sur Fréquence Gay, on ne parlait pas tout le temps du sida non plus, toute la journée, tous les soirs, parce que c'était rébarbatif. Il fallait quand même que les gens, qu'on passe de la musique, qu'il y ait, en tout cas avec moi, des invités du show business ou autre, il fallait que ça soit festif. Alors c'est difficile d'être porte-parole de la radio et d'Act Up plus tard et tout ça, par rapport aux télévisions, radio, et puis en même temps de faire de la distraction et de la frivolité, mais c'est ça la vie aussi, je veux dire. Et c'est vrai que l'ambiance était très lourde, d'autant plus qu'on avait des tas de connaissances ou d'amis qui étaient touchés, qui étaient de plus en plus touchés et qui disparaissaient. C'était atroce, mais en même temps il y avait la vie. C'était une effervescence, cette radio-là. Elle a permis pour les gays d'espérer d'être acceptés, ce qui avait été promis par François Mitterrand, mais il fallait quand même se battre toujours pour certaines situations, certaines déclarations. Et puis donc des nouvelles musiques, des nouvelles danses. Il y avait un mouvement, et puis des nouvelles radios. Moi j'ai suivi, comme j'ai pu, l'évolution de tout ça, parce qu'il se passait beaucoup de choses. Donc d'un côté, il y avait le sida qui se développait, donc c'était dramatique. Et il y avait la musique, techno et autres, qui envahissait les ondes avec des DJ de la radio ou autres, qui se produisaient éventuellement pour Fréquence Gay, pour FG, qui arrivaient partout. C'était une époque de développement, et malgré la maladie et le danger, c'était quand même une évolution sexuelle de liberté intense. C'est-à-dire qu'il fallait séduire, il fallait plaire, il fallait baiser, il fallait y aller à fond. Il n'y avait pas de limite. Et ça, j'en ai profité. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est-à-dire qu'avant, on était jugé, jaugé, estimé, mal estimé, et d'un seul coup, même la musique
soutenait cette cause, cette évolution de ce sentiment de liberté et de pouvoir se montrer comme on était dans la tête déjà. Avec les années, à partir des années 1985 et tout ça, il y a eu une explosion des mœurs. Donc, Mitterrand avait prôné le fait que l'homosexualité ne soit pas punie, harcelée, tuée, battue et tout ça, et à tous les points de vue. Bon, et c'est incroyable d'ailleurs, parce que c'était courageux de sa part. Mais après, il y a eu cette évolution générale quand même, parce que les gays étaient de plus en plus acceptés, c'était la fête. Il y a eu l'arrivée de la drogue aussi beaucoup, bien sûr. Donc c'était la fête en permanence et pratiquement obligatoire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'allais pratiquement tous les soirs au Palace, qui était quand même un endroit qui favorisait l'entrée des gays à fond. Le DJ était gay, il était black et gay et génial. Et puis, les jeunes gens, les jeunes garçons, enfin les adolescents, pas les jeunes garçons de 8 ans évidemment, mais les adolescents, du moment qu'ils étaient mignons et bien habillés, ils entraient, et c'était les gens plus âgés et qui avaient de l'argent qui payaient les consommations. C'était offert, on pouvait entrer comme on voulait. Et il y avait une espèce de rayonnement, de joie de vivre, d'explosion, qui était irrésistible. Moi, si un soir de la semaine, j'étais fatigué ou que j'avais autre chose à faire, mais j'en étais malade de pas aller au Palace, par exemple, parce que j'allais rater quelque chose. Non pas un garçon, mais ne pas y être, ne pas participer. C'était une révolution quand même. Et puis, à partir du moment où moi j'ai fait des émissions, donc au départ, c'était à la radio, et puis après, c'était au Banana Café. Là, c'était très important. Je faisais une émission une fois par semaine qui s'appelait Avec la Lune pour témoin, parce que je m'étais occupé de la petite Mireille, qui avait une compositrice, chanteuse, qui avait chanté Le Petit Chemin et Avec le Soleil pour témoin. Et ben moi, c'était Avec la Lune pour témoin. Puis la Lune, pourquoi ? Parce que la Lune, un cul, c'était une lune, donc c'était avec le cul pour témoin. C'était ça l'idée. Je crois que personne n'a compris. Mais en tout cas, avec la lune pour témoin. Et je recevais au Banana Café des tas de stars et tout ça. Et c'était très amusant parce qu'il y avait un retentissement, la presse en parlait, pas toujours dans le bon côté, puisqu'une fois j'avais reçu Daniel Gilbert, ça avait été annoncé dans Libération, ils avaient dit au Banana Café, Grégoire Collard, pour Fréquence Gay, va recevoir Daniel Gilbert, lequel va être le plus nunuche des deux. Donc c'était quand même énorme. Je n'étais pas très content. Mais enfin, c'est bien d'avoir des articles, même si ce sont des critiques. Et j'ai reçu toutes sortes de gens, même un académicien, Jean-Marie Roy, qui était loin de la gaîtitude, qui était loin de tout ça. Et je l'avais reçu à la radio. Et ce qui est amusant, c'est que je le reçois pour un livre qui venait de sortir. Mais je le reçois au Banana Café, sans avoir lu le livre, évidemment. Alors je dis, comment je vais faire ? Alors je feuillette le livre comme ça, et je découvre quelque chose dans le livre, une anecdote, quelque chose. Et puis il arrive et tout ça, un bonjour, je ne m'y connaissais pas, très bien, ah oui, merci pour votre livre, monsieur Roy et tout, et bon, très bien. Et je dis rien sur le livre, puis on commence à parler. Et j'avais repéré donc quelque chose. À un moment, je lui ai dit, au cours de l'interview, c'était très amusant, je lui ai dit, vous savez, dans 3 de vos chapitres, les 3 derniers chapitres, chacun se termine en parlant d'Hortensia. Et il me dit, ah donc vous avez lu mon livre, hein, et vous l'avez bien lu. J'étais incapable de dire de quoi ça parlait, à part d'Hortensia dans 3 chapitres. Donc, c'était génial de pouvoir, à la fois, à ma place, moi, recevoir des gens incroyables, de littérature, de la peinture, moi je m'intéressais à pas mal de choses, de la musique bien sûr, et de la chanson, de la télévision, de la radio, enfin. Et en même temps, de faire des ouvertures pour les auditeurs aussi, puis de rencontrer des gens merveilleux. Bon, pendant toutes ces années, entre 1990 et 2000, on va dire,
moi, je faisais de la radio à l'extérieur, au Banana Café, au Palace, on va sûrement en parler. Et c'était hors des locaux de la radio, donc c'est comme si je ne faisais pas partie de la radio. Alors que c'était quand même une émission, je ne dis pas qu'elle a été géniale, je dis que c'était une émission où les journalistes venaient, donc c'est une émission phare dont on parlait, il y avait des photographes, il y avait des télés, il y avait tout ce qu'on voulait. Et ben non, ça plaisait pas. Est-ce que c'est de la jalousie et tout ça? Mais moi, j'en profitais pas. C'était au nom de la radio. Je ne parlais pas d'autre chose, ni de moi d'ailleurs. Je faisais des interviews, point, final. Ça m'a beaucoup meurtri quand même, parce que donc je me sentais hors des murs, puisque j'étais dans des lieux publics pour les émissions, et puis hors des esprits de la radio, hors de l'âme de la radio. Dans l'histoire de Fréquence Gay, évidemment, ça a démarré dans les années 80, pour devenir après, changer un peu de nom dans les années 90, mais c'est surtout devenu une grande radio. Donc, au départ, c'était vraiment pour soutenir la gaietude, les problèmes des gays, après il y a eu le sida, il y a eu tout ça, et c'est devenu très important, je ne sais pas s'il y avait de l'argent, mais en tout cas commercialement, au niveau de l'impact auprès du public, parce que tout le monde pouvait l'écouter n'importe où, même sans être concerné, ni par le sida, ni par la gaietude et tout ça, parce qu'il y avait les musiques, il y avait les meilleurs DJ aussi sur FG, donc on ne peut pas dire que ça soit devenu une radio généraliste, mais pas non plus axée uniquement et sur les gays, et sur le sida, ou sur les causes proches de la gaietude. Et puis, entre les années 80 et 90, tout a changé dans la gaietude, justement, pour tous les garçons et les femmes aussi, les filles aussi. Et parce qu'il y a eu la liberté, le monde a changé, les opinions ont changé, il y a une acceptation qui a fait plus que ce point, qui a fini par envers les esprits qu'on pouvait être gay. On n'était pas forcément ni tabassé, ni arrêté, ni payer des amendes. On était gay. Bon, c'est peut-être pas facile pour vous, mais enfin, en tout cas, il y a une radio. Oh, elle est géniale et tout ça. Et donc, les hétéros, les jeunes et tout ça, écoutaient Fréquence Gay, parce que la musique était quand même géniale aussi. Donc voilà, c'est beau d'avoir vécu cette espèce de libération de l'esprit, de l'acceptation, et voilà. Ce qui m'a épaté, c'est qu'avec l'arrivée des années 2000, c'est que pas mal de choses ont changé, même par rapport à Fréquence Gay, qui organisait avant des rave parties et tout ça, et des rencontres, des soirées et tout. Et là, c'était plus le cas, comme si la radio n'en avait plus besoin, ou qu'elle avait plus l'enthousiasme. La radio ne suivait plus la route, elle était plus formatrice. Il y avait toujours des bons DJ, mais la découverte des nouvelles musiques et tout ça n'a pas permis à la radio, pour moi en tout cas, d'être incitatrice. Elle avait perdu de son avant-garde. Alors, quand j'ai fait des émissions de radio au Privilège, en fait, c'était le sous-sol du Palace. C'est un restaurant très chic, très choc. Normalement, il faut avoir la carte, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir entrer. Il y avait des physionomistes et tout ça. Et puis, quand moi j'étais proche du patron du Palace, Fabrice Emmer, qui était quand même un être à la fois exquis, tourmenté, généreux, dynamique, parfois insupportable. Et il m'avait dit, pourquoi tu ne ferais pas ton émission que tu fais sur Fréquence Gay au Banana Café, pourquoi tu ne la ferais pas au Palace? Et c'est vrai qu'il faut changer quelquefois, puis le Palace quand même, c'était chic et choc. En bas, voilà, il n'y avait que des gens célèbres et tout ça, il y avait Isabelle Adjani, il y avait tous les gens qu'il fallait. Et donc j'ai décidé de le faire là en bas, et j'ai reçu pas mal de gens, dont Sylvie Vartan, et j'avais à côté de moi un voyant, c'était Didier Derlich, qui lui a disparu à cause du sida quelques années plus tard. Mais là, il allait encore bien. Et donc, il faisait forcément des pronostics, il était voyant et tout ça.
Et c'était des grands moments pour moi. Je pense que c'était un grand moment pour la radio aussi, parce que comme d'habitude, c'était des stars. Il y avait Catherine Lara, il n'y avait pas que des femmes, mais c'était passionnant. Et Didier Derlich, ce voyant qui est mort du sida quelques années après, c'était un vrai voyant. Didier Derlich, c'est amusant, parce qu'on n'y croit pas aux voyants. Si je le voyais raconter des choses, mais il faisait des prédictions, ça pouvait ne pas arriver. Et moi, il me disait, mais tu sais, tu devrais écrire. Alors j'écrivais donc déjà des nouvelles érotiques dans Guépier, ou tout ça, ou des articles dans des magazines, tout ça. Il m'a dit, non, mais il faut faire des livres. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Tu es fait pour écrire. Alors, on ne le croit pas ce jour-là. On se dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'ai rien à dire. Eh bien, ça m'a incité à écrire, et j'ai fait 7 livres. Je faisais mes émissions, donc il y avait la technique avant et tout ça au privilège, mais personne m'en parlait jamais, quoi. J'étais dans l'indifférence générale. Moi, c'est un peu Act Up qui m'a désolidarisé de tout.